Nous allons maintenant aborder le projet de vie. Nous l'avions laissé de côté lors de la précédente vidéo, page 8, afin de compléter dans un premier temps, jusqu'à la fin, le formulaire de demande MDPH. Maintenant que vous avez les idées plus claires sur la situation, il est temps de nous pencher sur le projet de vie. Le projet de vie, c'est quoi? Eh bien, c'est l'ensemble du projet de vie que les parents ont pour leur enfant concernant sa vie en général. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement sur le plan scolaire. Étant donné le fait qu'il y a seulement une page et encore celle-ci est empiétée en partie par des consignes, souvent les familles vont aller à l'essentiel et ne développer que l'aspect scolaire de la problématique. Avec si peu d'espace, tout le reste est oublié la plupart du temps. Or, la MDPH a besoin de statuer sur l'ensemble de l'autonomie de l'enfant dans son quotidien. C'est pour cela que je vous recommande de traiter le projet de vie à part du formulaire de demande en le rédigeant de la manière la plus complète possible et en le plaçant en annexe. Je conseille aux familles de faire cette rédaction plutôt à l'ordinateur parce que selon l'écriture et même de manière générale, cela va faciliter la lecture du document si le texte est dactylographié lors de l'examen du dossier de l'enfant. La commission a beaucoup de dossiers à traiter, ce qui fait qu'il faut vraiment mettre ses chances de son côté afin que le dossier soit examiné dans son entièreté. La MDPH statue donc concernant l'ensemble de l'autonomie de l'enfant dans son quotidien. Il y a donc en effet l'autonomie à l'école, mais aussi à la maison, dans les loisirs, dans les relations sociales, etc. Il statue aussi concernant l'aspect de l'impact psychologique du handicap. C'est pour cela que je recommande de rédiger le projet de vie selon 5 grands axes, à savoir les frais engendrés par le handicap, ce qui nous permet de justifier les frais annoncés dans le tableau que nous avons réalisé, page 6 du formulaire de demande. L'impact sur l'activité professionnelle des parents, le quotidien à la maison, le quotidien à l'école, bien sûr, et enfin l'impact psychologique du handicap sur l'enfant et sa famille. Les troubles neurodéveloppementaux entraînent ce que l'on appelle un handicap invisible. Toute la problématique, lorsqu'on remplit le dossier MDPH, c'est de le rendre suffisamment visible pour que la commission puisse appréhender l'ensemble de la problématique et offrir une réponse la plus complète et pertinente possible. Voyons maintenant les frais engendrés par le handicap. Dans le formulaire de demande, page 6, il y avait un tableau de quelques lignes à renseigner. Éventuellement, je vous avais suggéré lui aussi de le réaliser en annexe afin d'ajouter autant de lignes que nécessaire en fonction des dépenses. Dans cette partie-là, il s'agit de refaire le tableau à l'identique, mais surtout de l'expliquer point par point concernant chaque dépense. Il y a d'une part les devis des professionnels non remboursés par la sécurité sociale qu'il faudra joindre en annexe. Mais il faudra tout de même expliquer l'intérêt pour l'enfant de chacun de ces suivis. C'est assez facile d'expliquer concernant l'ergothérapie, la psychomotricité, etc. Car en général, le devis est accompagné d'un bilan du professionnel et qui, dans sa conclusion finale, explique l'intérêt de l'accompagnement proposé. Mais il faudra sans doute un peu plus expliquer lorsqu'il s'agit de thérapie ou d'activités un peu plus alternatives, comme par exemple l'équithérapie, l'accompagnement par un éducateur spécialisé. Pour un enfant porteur de TSA, cela peut être parfaitement justifié, sans doute beaucoup moins concernant un enfant qui présente uniquement de la dyslexie. Il s'agit donc d'expliquer et justifier le bénéfice pour l'enfant. Je vous ai noté ici une liste non exhaustive des professionnels non remboursés par la sécurité sociale. Bien sûr, il y en a d'autres. Ces devis doivent comporter le nombre de séances et leurs tarifs sur une durée de 1 an. La CDAPH, qui va étudier le dossier, mettra bout à bout toutes les dépenses qui ont été listées afin de faire une estimation du budget annuel
concernant les suivis en rééducation et autres. Il faut aussi penser aux frais cachés que je vais maintenant développer un peu plus. Donc, les frais cachés, c'est tout ce qui de près ou de loin peut se rapporter au handicap de l'enfant. Comme je vous avais dit dans la précédente vidéo, un enfant dyspraxique qui va user ses vêtements de manière prématurée par rapport à un enfant neurotypique, il faudra un budget vêtements supplémentaire pour remplacer plus souvent. Une somme convenable que l'on pourrait justifier serait de 200 € par an, concernant les vêtements perdus ou abîmés parce que l'enfant est dyspraxique, TDAH ou porteur de TSA. On peut ajouter les frais kilométriques nécessaires pour se rendre dans un centre, pour passer des examens, mais aussi au quotidien pour aller aux différents rendez-vous de l'enfant. On n'y pense pas et pourtant ces frais peuvent être cumulés. Pour faire le calcul, vous pouvez calculer donc le nombre de kilomètres par an, puis multiplier ce chiffre par le coefficient des impôts en fonction des chevaux fiscaux de votre voiture. Ce que l'on ne peut pas mettre, en revanche, c'est tout ce qui concerne le matériel informatique et les logiciels, car cette partie-là entre dans le cadre du prêt de matériel pédagogique adapté mis à disposition par l'inspection académique. Ceci dit, concernant le petit matériel, il est possible de comptabiliser ici le prix d'achat d'objets tels que une couverture lestée, un casque anti-bruit, du matériel d'apaisement sensoriel, etc. Bien sûr, il faudra expliquer la nécessité de ce matériel. Si et seulement si le dossier est accepté, c'est-à-dire si l'enfant présente un taux de handicap entre 50 et 80%. Il faut savoir qu'il y a des barèmes avec des paliers de dépenses. Et c'est pour cette raison qu'il est important de tout bien comptabiliser, car parfois, à une centaine d'euros près, on peut basculer de l'AEH de base à un complément 1, voire un complément 2. En général, les familles perçoivent l'AEH de base. Pour obtenir le complément 2, il faudrait que l'enfant cumule beaucoup de suivi. Vous allez comprendre avec la diapositive suivante. Voici donc le fameux barème. À noter que je ne réactualise pas les chiffres tous les 4 matins. Il se peut que les montants ne soient pas exacts au moment où vous visionnez la vidéo. Ils sont à prendre à titre indicatif. Donc, dans ce tableau, on voit que en dessous de 230 € environ, ce qui représente un peu plus de 2 700 € à l'année, la famille percevra de la CAF un montant forfaitaire correspondant à l'AEH de base, soit environ 130 € par mois. Personnellement, en tant qu'ergothérapeute, j'essaye de favoriser la famille en comptant le maximum de séances dont l'enfant aura besoin pour me rapprocher le plus possible du palier à 2 700 €. Je compte aussi le montant du bilan initial ainsi que les réunions à l'école. Assez facilement, on y arrive à ce montant-là. Au-dessus de ce fameux palier, entre 230 € par mois et 400 € par mois, la famille percevra l'AEH ainsi que le complément 1, soit environ 230 € par mois. À noter que, autant l'AEH de base n'est pas soumis à ce que la famille justifie d'avoir dépensé l'allocation pour des dépenses liées au handicap. Autant c'est le cas concernant le complément 1. Donc, si la première année, la famille touche l'AEH de base, plus le complément 1, mais elle n'amène pas l'enfant aux différents suivis de rééducation comme demandé, eh bien, il y a de fortes chances que le complément 1 ne soit pas reconduit. Car lors du renouvellement, la MDPH demandera la preuve des dépenses précédentes. En gros, il faudra prouver que si on a demandé le complément 1 pour subvenir au suivi nécessaire pour l'enfant, mais la famille n'a pas effectué ces suivis, dans ce cas, la MDPH pourra considérer que finalement, la famille n'avait pas vraiment besoin du complément 1 ou n'était pas si motivée que ça pour faire les suivis demandés. Malheureusement, il y a trop de cas où les professionnels de santé communiquent des devis à des familles n'ayant absolument pas l'intérêt pour faire le suivi et souhaitant seulement toucher les allocations. C'est aussi une réalité. Pour obtenir le complément 2, vous voyez qu'il faut justifier de dépenses importantes, soit plus de 400 € par mois, ce qui représente plus de 4 800 € par an.
C'est pas avec un suivi chez l'ergo et un suivi chez le psychomote qu'on arrive à des dépenses pareilles. Et le but n'est pas là. En gros, il faut comprendre que l'allocation que l'on demande doit correspondre à des besoins réels pour l'enfant. En règle générale, si l'enfant est reconnu en situation de handicap par la MDPH et que la famille perçoit seulement l'AEH de base, avec cette somme, il est possible de payer totalement ou presque totalement un suivi régulier chez un professionnel de santé ou bien moitié-moitié entre deux professionnels de santé. À savoir que, entre le moment où le dossier est déposé à la MDPH et le moment où la famille obtient une réponse favorable, il va se passer un certain nombre de mois. Admettons 6 mois. Mais une fois que la famille reçoit le courrier disant, par exemple, que la MDPH a statué sur l'attribution de l'AVS 8 heures par semaine, un PPS et l'AEH de base, il faut encore attendre que la CAF se mette en route pour verser l'allocation à la famille. Et donc, il va se passer plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Ce qui fait que, au moment où la CAF va verser pour la première fois l'allocation, ils doivent à la famille le montant par mois multiplié par le nombre de mois durant lesquels la famille aurait dû toucher l'allocation. Et ce, en fait, depuis le début de la date de dépôt de dossier. Donc, en imaginant que la famille a déposé le dossier le 5 janvier, elle obtient un retour favorable le 5 juillet. La CAF commence à verser l'allocation le 5 septembre. Il se sera passé 9 mois. Ces 9 mois sont dus par la CAF. Avant, il versait un seul coup, le rétroactif. Mais ça a donné lieu à des dérives et maintenant, il préfère répartir la somme sur plusieurs mois et augmenter momentanément le montant de l'allocation jusqu'à avoir épuré la dette, entre guillemets. Par exemple, la CAF va verser, en plus de l'AEH de base, le complément 1 pendant X mois, le temps que la somme manquante soit comblée. Et ensuite, la famille ne recevra plus que l'AEH de base. Voyons maintenant l'impact du handicap de l'enfant sur l'activité professionnelle des parents. Nous avons déjà évoqué cet aspect-là au cours des pages 19 et 20 du formulaire de demande MDPH. À ce niveau-là, il était possible d'expliquer si un des parents ou les deux avait réduit ou stoppé son activité professionnelle pour s'occuper de l'enfant, ou bien adapter ses horaires de travail. C'est assez courant que les horaires de l'un des deux parents soient adaptés afin de pouvoir amener l'enfant aux différentes rééducations, car il n'est pas toujours possible que l'enfant soit suivi en dehors des heures de travail des parents. Une des possibilités est que le parent passe à 80%, ce qui occasionne une baisse de salaire. Ou bien le parent en question devra travailler plus les autres jours de la semaine afin de compenser les heures qu'il prend pour amener l'enfant. Cette solution-là n'entraîne pas de baisse de salaire, mais elle entraîne plus de fatigue. Aussi, une situation à laquelle on ne pense pas, imaginons que le parent qui doit amener l'enfant en rééducation travaillait de nuit auparavant et percevait ainsi une prime concernant les horaires travaillés de nuit. En changeant de manière à travailler de jour pour amener l'enfant et sans réduction du temps de travail, cela peut engendrer une perte de salaire tout de même. C'est donc le moment de mettre en évidence l'impact du handicap sur l'activité professionnelle. Et cet impact peut revêtir différentes formes. On va parler de la suradaptation qui est nécessaire par le parent pour répondre aux nécessités du quotidien. Souvent, les parents ne pensent pas à noter ces choses-là dans le projet de vie car cela leur paraît normal de faire cela pour leur enfant. Sauf que l'objectif de la demande, c'est de faire un état des lieux général de la situation. Et finalement, toutes ces petites choses, entre guillemets insignifiantes, mises bout à bout, ça commence à compter. Donc, dans le projet de vie, il faudra noter le fait que l'accompagnement de l'enfant demande plus que s'il n'avait pas eu toutes ces difficultés-là. Ce que l'on peut mettre en évidence. Par exemple, réduction du temps de travail, aménagement du temps de travail, diminution de salaire, fatigue excessive non liée au travail, morale particulièrement déprimée non liée au travail. Il en existe d'autres.
Avec tout ça, il faudra bien sûr justifier le avant-après. Pour cela, il faudra mettre des documents de l'employeur pour montrer que vous êtes bien passé d'une situation A à une situation B. Concernant le quotidien à la maison, cette partie-là est souvent oubliée parce que la plupart des parents qui font une demande auprès de la MDPH ne la font pas concernant des difficultés liées au quotidien, mais plutôt concernant des difficultés liées à l'école. Et finalement, dans leur quotidien avec l'enfant, ils se sont adaptés et ils ne se rendent même plus compte qu'ils adaptent pour leur enfant. À 4 ans, c'est normal de mettre la fermeture éclair pour l'enfant, lui faire ses lacets, etc. Mais à 10 ans, ce n'est pas normal. Par habitude, parce que ça va plus vite de le faire plutôt que de laisser son enfant dyspraxique galérer pendant plusieurs minutes pour mettre la fermeture éclair ou faire les lacets, les parents vont faire à la place de l'enfant. Le matin, la famille est souvent en retard, parce que de manière générale, l'enfant rencontre des difficultés, plus que les autres, pour réaliser les différentes choses à faire avant de partir. Pour un enfant atteint de TDAH, il faut répéter 10 fois la même information pour que ça soit fait, et ainsi de suite. Cela témoigne d'un manque d'autonomie dans la vie quotidienne. Et souvent, les parents ne se rendent même plus compte de toutes les adaptations qu'ils font au quotidien pour l'enfant. Mettre la fermeture éclair, faire les lacets, répéter 10 fois, préparer le cartable avec toutes les affaires nécessaires, mettre le cartable dans la voiture, préparer et ranger le petit déjeuner, etc. À l'occasion du projet de vie, les parents vont devoir réaliser un exercice difficile qui est de prendre du recul et noter toutes ces choses qu'ils adaptent pour l'enfant, alors que chez un enfant lambda, ça ne serait pas nécessaire. Bien souvent en ergothérapie, nous vous aidons à faire ce travail lors de l'anamnèse. Personnellement, je réalise une MCRO, qui consiste en entretien semi-dirigé permettant de faire émerger les difficultés rencontrées dans le quotidien par l'enfant. La question à laquelle il s'agit de répondre est: est-ce que mon enfant est capable de manger, s'habiller, se déshabiller, se doucher, aller au WC, pratiquer des activités de loisirs et sportives, avoir des amis, etc., de manière aussi autonome qu'un enfant neurotypique du même âge? Il s'agit ensuite de quantifier la difficulté. Je préfère vous prévenir que si à ce niveau il n'y a aucun point sur lequel l'enfant rencontre des difficultés, c'est tout de même mal engagé pour justifier de 50% de handicap dans le quotidien. Les difficultés qui seront notées là, il est important qu'elles puissent être reprises à la fois au niveau du GEVASCO et du certificat médical. Par exemple, si ici il est noté que l'enfant n'arrive pas à mettre son manteau avec la fermeture éclair, il y a fort à parier qu'il n'arrive pas plus à le faire une fois à l'école. Eh bien, dans le GEVASCO, il y a une ligne qui concerne le fait d'être autonome pour s'habiller. L'école, spontanément, ne cochera pas de difficultés particulières, sauf si les parents mettent le doigt dessus. Idem pour le médecin qui remplit le certificat médical. Comme j'ai déjà dit plusieurs fois, le dossier MDPH doit être bien ficelé et doit être cohérent en tout point. Les parents devront donc être vigilants à chaque étape pour que les difficultés soient bien prises en compte. Il est important de prévenir les incohérences sur l'ensemble du dossier présenté. Les incohérences ne sont jamais profitables à l'enfant, évidemment. En effet, si dans le projet de vie, les parents dépeignent un portrait catastrophique de l'enfant, avec des difficultés très importantes dans le quotidien et à l'école, mais que dans le certificat médical et dans le GEVASCO, les professionnels qui le remplissent cochent principalement des A au niveau des tableaux à remplir. Cela mettra en avant un enfant autonome et donc cela créera une incohérence. Attention, les documents comme le certificat médical et le GEVASCO sont remplis par des professionnels qui ne connaissent pas l'enfant au quotidien. Et donc, ils ne peuvent avoir qu'une vision partielle de la situation.
C'est aux parents de prendre la parole et de leur raconter l'ensemble des difficultés afin de leur permettre d'appréhender la situation dans son ensemble. Si ces professionnels cochent des A dans les différents tableaux qu'ils ont à renseigner, ce n'est pas qu'ils veulent mettre des bâtons dans les roues, c'est simplement qu'ils ne perçoivent que la partie émergée de l'iceberg. Par exemple, le médecin qui remplit le certificat médical. Quand la famille vient au rendez-vous avec l'enfant, celui-ci arrive sur ses deux jambes, propre, habillé, il parle. Du coup, sauf si la famille mentionne des choses en particulier, le médecin ne peut pas deviner que l'enfant rencontre des difficultés pour faire ses lacets, pour enfiler les chaussettes, etc. Puisqu'il arrive habillé correctement du fait que les parents se sont chargés qu'il arrive proprement. Les parents sont vraiment les meilleurs ambassadeurs de l'enfant et il est crucial qu'ils prennent la parole pour que la situation soit suffisamment analysée. Nous allons enfin aborder le quotidien à l'école. J'ai fait exprès de tarder avant d'en arriver là, car je sais bien que c'est la première chose que les familles vont vouloir inscrire dans le projet de vie, parce que ça leur tient à cœur, parce que c'est pour cette raison-là qu'ils déposent un dossier auprès de la MDPH. En effet, l'école, c'est le seul point sur lequel ils ne peuvent pas agir, ou très peu. Et donc, c'est comme s'ils sont obligés de déposer un dossier afin que l'enfant puisse recevoir l'aide qu'ils ne peuvent pas lui apporter une fois à l'école. Par exemple, à la maison, les parents peuvent jouer le rôle d'aidant. À l'école, ils vont faire une demande d'AVS pour que l'enfant puisse bénéficier de l'aide d'un adulte. Cette partie-là devra, si possible, être proportionnelle aux autres parties développées dans le projet de vie. Il ne s'agit pas d'écrire 2 pages sur le quotidien à l'école et à côté, une seule page qui va réunir les 4 autres points abordés. Donc on se lance, mais pas trop fort. Commençons par répondre aux questions suivantes. Quelles sont les difficultés rencontrées à l'école? Depuis quand? A-t-on essayé d'y remédier en interne grâce à des aménagements, avec un PAP par exemple? Cela a-t-il fonctionné? À nouveau, comme dans les parties 12 et 17 du formulaire de demande MDPH, il faudra évoquer les pistes envisagées pour aider l'enfant. Donc ça peut être des aménagements de la scolarité qui comprennent le PPS, du matériel adapté, une AVS, une orientation en ULIS ou autre. Et on peut à nouveau parler des suivis par les professionnels. Donc par exemple, le suivi en ergothérapie qui permettra à l'enfant de gagner en autonomie. Que souhaite-t-on pour l'enfant par rapport aux difficultés qu'il rencontre à l'école? Comment on aimerait qu'il soit aidé? Dernier point à évoquer, l'impact psychologique du handicap sur l'enfant et sa famille. On en a conscience, mais souvent ce point est tout simplement oublié. Non, il n'est pas normal qu'un enfant soit déprimé, voire dépressif. En tant qu'ergothérapeute, j'ai pu constater durant les 13 années de pratique derrière moi que les enfants et adolescents que je reçois présentent une image assez, voire très dévalorisée d'eux-mêmes. Je reçois régulièrement des familles, des enfants, désemparés face à la situation, qui ne savent pas par quel bout prendre. Les choses leur semblent injustes. Pourquoi eux? Ils se sentent découragés, condamnés. En effet, les enfants et adolescents se rendent bien compte de la différence entre eux et les autres, qui fournissent nettement moins d'efforts qu'eux, et pour des résultats identiques, voire même meilleurs. Et donc ils se disent « je suis nul. De toute façon, je ne vais jamais y arriver. Mon prof de français a dit que si je continue comme ça, je vais finir caissier. » Et je trouve ça triste. Un enfant, un adolescent doit espérer la joie de vivre, l'insouciance, avoir le champ des possibles devant lui. Le handicap invisible qu'il rencontre rend la chose difficile pour se construire de manière positive, avec une bonne image de soi. La famille également est touchée, puisque tout tourne au rythme du handicap. Les familles dites neurotypiques vont avoir le temps le soir pour se détendre, pour passer du temps de qualité ensemble, le week-end pour avoir une vie sociale, faire des barbecues, etc. Alors que les familles avec un ou plusieurs enfants qui présentent un ou des troubles du neurodéveloppement, elles, leur temps va être rythmé par les devoirs,
qu'il va falloir fragmenter. Ça va prendre beaucoup plus de temps. Leurs week-ends et leurs soirées sont consacrés donc aux devoirs. Apprendre les leçons, réexpliquer, reformuler, réécrire les leçons, appeler les autres parents pour récupérer les devoirs qui n'ont pas été notés ou les leçons incomplètes. Mais aussi répéter toute la journée des choses. Tout prend plus de temps. C'est hyper chronophage. Toutes ces choses impactent énormément le moral de ces familles. Enfin, le bulletin scolaire. Il sera joint au GEVASCO et il paraît judicieux de prendre les devants. C'est-à-dire, il y a dans les grandes lignes 3 cas de figure. Soit les notes sont catastrophiques, soit elles sont moyennes, soit elles sont bonnes voire excellentes. Dans le cas où elles sont moyennes ou catastrophiques, on va dire que ça va plutôt plaider de manière favorable concernant le dossier de reconnaissance de handicap par la MDPH. Cela dit, on n'est pas à l'abri, comme je vous l'ai déjà évoqué, que la commission propose une orientation en ULIS, en SECPA ou autre, par exemple, au lieu d'une adaptation de la scolarité en passant par une AVS et ou une compensation numérique. La commission qui siège peut être amenée à faire cette proposition, car d'après le bulletin, les professionnels vont se dire que, vu les difficultés de l'enfant, il n'est pas en capacité de suivre une scolarité ordinaire. Et donc, ils vont proposer une orientation scolaire plutôt que des aménagements. Sauf que c'est pas ça qui avait été demandé par la famille, d'où l'importance de bien préciser le projet de vie. En effet, ce n'est pas parce que les notes sont mauvaises que c'est un reflet des capacités intellectuelles de l'enfant, mais bien une entrave liée aux troubles des apprentissages. Le mieux dans cette situation, c'est de faire réaliser un WISC, il s'agit d'un test de QI, chez un psychologue ou un neuropsychologue afin de mettre en évidence les capacités cognitives réelles de l'enfant. Dans l'idéal, je recommande plutôt de faire le choix d'un bilan en libéral car les psychologues scolaires ne sont pas tous diplômés d'un master en psychologie. En effet, j'ai appris que bon nombre d'entre eux sont en fait d'anciens professeurs ou enseignants et ayant réalisé le diplôme par validation des acquis de l'expérience via l'éducation nationale. Cela me pose question concernant l'évaluation et les connaissances du professionnel qui réalisera ce test, tout de même crucial et dont le diplôme n'a pas été validé par 5 ans d'études continues à l'université avec un mémoire. Autre chose, si le WISC est réalisé par le psychologue scolaire, cela signifie que ce test sera réalisé à l'école et donc dans un lieu où l'enfant ne se sent pas forcément dans les meilleures conditions pour donner le meilleur de lui-même, afin que le test soit le reflet de ses capacités. Cependant, il est vrai que financièrement, c'est pas forcément possible pour les familles de payer un énième bilan en libéral. Et en plus, ce type de bilan coûte assez cher. Il faut compter entre 250 et 400 euros. Donc si vraiment financièrement ce n'est pas possible, il est toujours mieux d'avoir un WISC réalisé gratuitement par un psychologue scolaire plutôt que rien du tout. Ainsi, ce que l'on souhaite montrer, c'est que si l'enfant pouvait bénéficier d'aménagements, tels que l'utilisation d'un ordinateur et ou l'accompagnement par une AVS, alors il pourrait suivre le niveau de classe ordinaire, ce qui lui laisse le maximum de chances pour poursuivre une scolarité ordinaire le plus longtemps possible et avoir le plus de choix possible concernant son futur métier. Personnellement, je trouve ça cruel de fermer les portes à un enfant ou un adolescent dont on ne sait pas encore ce à quoi il aspire dans la vie. Si ça se trouve, avec des chemins un peu inattendus et beaucoup de détermination, l'enfant, l'adolescent pourra parvenir au travail de ses rêves. Dans l'autre cas de figure, le fait que l'enfant ait de bonnes notes, c'est clairement un contre-argument pour que la commission reconnaisse un handicap au-delà de 50%, et d'autant plus si cette demande intervient sur le tard, c'est-à-dire en seconde partie de collège. Il faut bien envisager le contexte. Un adolescent qui a de bonnes notes, la demande est faite en 4e ou en 3e, il y a quand même peu de chances que ça passe. Pourquoi ? Tout simplement parce que les professionnels qui siègent lors de la commission vont faire le raccourci de considérer que on n'a pas entendu parler de l'enfant jusque-là. L'enfant a fonctionné, il est arrivé quasiment jusqu'au bout de la scolarité obligatoire, donc
Il semblerait qu'il ne présente pas 50% de handicap dans sa vie en général. Donc disons que dans ce cas de figure, il faut quand même être prêt au fait que la situation est loin d'être gagnée. Néanmoins, si la famille estime que leur enfant présente bien les 50% de handicap, dans ce cas, il va falloir expliquer comment l'enfant parvient à obtenir de bonnes notes, malgré le handicap invisible. Ça s'explique, bien sûr, notamment en disant que le coût à payer est cher, très cher, pour que l'enfant et sa famille puissent arriver jusque-là. Eh bien, l'enfant passe de nombreuses heures de travail à domicile, souvent encadré par les parents, des fois un professeur particulier, pour apprendre de manière laborieuse. Peu ou pas d'activités extrascolaires, par manque de temps ou d'énergie. Peu ou pas de temps passé avec les copains. J'en profite pour vous dire un petit mot concernant le burn-out chez l'enfant. Ça existe, et souvent on ne le voit pas venir, parce qu'en fait à cet âge-là, les enfants ont encore beaucoup de résilience, et ils veulent tellement faire plaisir qu'ils vont tirer sur la corde jusqu'au moment où ça lâche. Et malheureusement, à ce moment-là, il n'y a rien qui prévient. Ça lâche. Sans vouloir faire peur, il faut tout de même savoir que ça peut arriver. J'ai déjà eu des patients qui, du jour au lendemain, ont été hospitalisés en pédopsychiatrie parce que le burn-out a été tel que c'était nécessaire. Des enfants qui voulaient tellement satisfaire tout le monde, qui pensaient tellement qu'ils sont nuls, et on en est arrivé là. Pour résumer, il faut parler de l'état psychologique de l'enfant, mais aussi de la famille, les parents, la fratrie, potentiellement les grands-parents, selon leur implication. Expliquer ce qui se cache derrière les bonnes notes, ou les mauvaises notes, évidemment. Il ne s'agit surtout pas de mentir ou d'en rajouter, et à savoir que c'est dans le droit des parents de demander à participer à la CDAPH, c'est-à-dire la commission qui va déterminer le taux de handicap. Sachez que c'est une épreuve, mais cela permet aux parents de défendre directement le cas de leur enfant. Il est possible de venir accompagner de l'enfant, également de l'ergothérapeute si vraiment ça le nécessite, mais d'une certaine façon, physiquement, la famille se retrouve, elle, contre les autres qui sont en face. Ils peuvent être nombreux, car la commission est composée de plusieurs professions, donc ça peut être impressionnant. Pour une première demande, ce n'est pas forcément nécessaire de demander à participer à la CDAPH, sauf si la famille sait d'avance que le dossier sera compliqué à défendre. En revanche, lors d'un recours, c'est-à-dire que la famille a déjà reçu un avis défavorable et elle fait un recours pour demander à ce que le dossier soit réexaminé, dans ce cas, c'est vraiment conseillé de demander à participer à la CDAPH. C'est un droit, alors autant l'exercer. Nous avons maintenant fait le tour du projet de vie. Il nous reste à aborder le GEVASCO et le certificat médical.